Hello, bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous préviens, je suis totalement malade, donc je vais faire ce que je peux au niveau de la prononciation. Mais je pouvais pas attendre plus pour tourner la vidéo si je voulais être dans les temps. Et malheureusement, je n'ai pas récupéré ma voix, ni mon nez, donc ça va être drôle. Mais je vais faire ce que je peux, je vous promets. Déjà, cette vidéo est un update lecture, je sais même pas si je l'ai dit. Enfin, de toute façon, vous voyez dans le titre. Je vais parler de mes dernières lectures, il y en a 5. C'est compliqué, hein. Il y a du policier, enfin du thriller, du cozy mystery, il y a aussi des romans de Noël. Il y a un peu de tout, vraiment. Là, je me suis lâchée, j'ai diversifié mes lectures le mois dernier. Et j'ai une petite bête qui m'embête devant moi, donc possiblement il va y avoir des bruits à certains moments, je suis désolée. On va commencer tout de suite avec, je pense, ma dernière lecture, si je me rappelle bien. C'est La machine à Nettie de Roland Portiche. On est donc dans un thriller historique un peu ésotérique puisque on suit un prêtre, Monsieur Ernetti, qui est appelé par pardon, qui est appelé par le prêtre, le pape lui-même, c'est compliqué, je vous l'ai dit, qui en fait l'appelle pour travailler sur un projet un peu spécial qui est un chronoviseur. Un chronoviseur, qu'est-ce que c'est ? C'est une machine qui vous permet de voir dans le temps. Donc pas de se rendre dans le temps, mais de voir en fait, tout simplement. Donc vous mettez les coordonnées que vous voulez et à l'époque que vous voulez et vous voyez la scène qui s'est passée à cet endroit-là. Et le pape il s'est dit ce serait cool quand même d'utiliser cette machine qui a été inventée par un physicien, je crois que c'est ça, dans les années oula, pardon, et qui a disparu. Donc ce serait cool qu'on arrive à la construire cette machine et qu'on s'en serve pour, je sais pas, redonner un coup de fouet à la religion chrétienne qui bat un peu de l'aile. Ça se passe dans les années 50. Donc à l'époque, le pape sent que la religion n'a plus autant le vent en poupe. Le vent en poupe n'a plus autant... On va dire le vent en poupe dans l'idée. Qu'est-ce que tu fais, toi ? Tu manges les livres ? Bref, et il s'est dit, je vais demander à ce père Ernetti qui s'y connaît en physique et qui est religieux, arrête Otis, pardon, de construire cette machine et de retourner il y a à peu près 2000 ans pour montrer une image de Jésus aux fidèles, pour leur dire, vous voyez, vous croyez pas en rien en fait, ça a vraiment existé, voilà à quoi Jésus ressemblait. Donc évidemment le KGB, la CIA, le Mossad, ils savent qu'il se passe quelque chose au Vatican mais ils savent pas quoi parce que évidemment le pape garde le secret, donc tout le monde essaie de savoir ce qui se passe, tout le monde essaie de se battre pour connaître le secret du Vatican, etc. Donc il y a plein de complots politiques, il y a plein de côtés historiques puisqu'on nous raconte un peu des scènes décrites dans la Bible. Donc je sais pas moi, la rencontre de Marie, pas du tout, la rencontre de Marie-Madeleine, la crucifixion de Jésus, que des scènes religieuses, on nous les raconte d'un point de vue historique. On nous décrit des scènes puisque le chronoviseur va servir. En fait, il était très intéressant de ce côté-là, mais il m'a pas autant happé qu'un Dos Santos ou un... J'ai oublié le nom. L'auteur du Da Vinci Code. Dan Brown m'aurait happé puisque en fait il n'y a pas le côté explication de la religion qu'il y a dans ces livres là qui m'intéresse énormément. Je suis désolée mais Otis veut manger mes livres. Là on restait sur du factuel et je trouvais que c'était moins intéressant, on rentrait moins dedans. En plus, il y avait énormément de complots politiques, comme je vous l'ai dit. Donc la politique plus religion, ça faisait un peu beaucoup. C'était dur à suivre. J'ai eu énormément de mal à rentrer dans le livre. Il m'a fallu une bonne centaine de pages pour rentrer dans le livre. Parce qu'il y a plein de personnages, évidemment. On a plusieurs prêtres. C'est dur de savoir qui est qui au début. Enfin, il faut vraiment un petit temps d'adaptation. Donc j'ai vraiment eu du mal. Je pensais adorer, puisque moi, les thrillers historiques, les thrillers ésotériques en général, j'adore ça. Mais un peu déçue. Pour autant, je lirai, je pense, les autres, parce que c'est toute une saga avec le père Ernetti, il y en a d'autres.
voir si ça s'améliore. Peut-être que c'était juste celui-là, le sujet qui ne m'a pas intéressée. En tout cas, pour l'écriture en elle-même, elle est assez fluide, assez simple à comprendre, mis à part le problème de tous les personnages. Mais en soi, l'écriture en elle-même m'a plu. C'est plus le sujet. Ensuite, on va continuer avec une tête de bourgeois, tout va bien, avec Petit meurtre à game de Alexandra Benedict aux éditions Charleston. Qui est donc un Cozy Mystery qui se passe à Noël. Donc, parfait pour la période. Comme vous le voyez, Otis a l'air d'adorer ce livre aussi, autant que moi, puisque ça a été un coup de cœur. Dans ce livre, on suit Lily qui vient d'apprendre qu'elle a sa tante qui vient de mourir, malheureusement. Et Lily, en fait, elle a grandi avec cette tante, justement, dans un manoir qui s'appelle Endgame. Et la tradition familiale veut que cette tante organise tous les ans à Noël un gigantesque jeu de pistes et que celui qui gagne, en fait, gagne la malle au cadeau de Noël. Et donc Lily est décidée à ne pas y aller puisqu'elle est en froid avec cette famille, puisque c'est une famille un peu compliquée et que à Endgame, il s'est passé un terrible événement. Elle a retrouvé sa mère qui venait de se suicider dans le labyrinthe du manoir. Déjà, il y a un labyrinthe, ça vous donne l'idée. Et elle reçoit une lettre de sa tante qui lui dit « Viens cette année, viens participer au jeu. Si je suis décédée, j'ai fait en sorte que le jeu arrive quand même, j'ai tout prévu. Et en plus de ça, tu pourrais gagner cette année la vérité sur la mort de ta mère qui peut-être n'est pas un suicide. » Donc on va dire que Lily, elle est plutôt assez curieuse de savoir ce qui s'est passé avec sa mère. Et donc elle va y aller. Elle va retrouver ses cousins et ses cousines. Donc les relations entre eux sont assez compliquées mais assez réalistes parce que dans une famille, tout n'est jamais tout beau, tout rose. En général, t'en as toujours un qui s'entend moins bien que les autres, un qui est assez bizarre, enfin voilà. Ça, je trouve ça très réaliste. Et donc ils vont effectuer le jeu de piste parce que ils vont apprendre que cette année à gagner, donc pour tout le monde, hein, pas que pour Lily, il y a les clés du manoir. Celui qui gagne remporte la propriété du manoir, tout simplement. Et donc personne n'est courant à part Lily qu'il y a des indices sur le meurtre de sa mère. Hein. Et donc on va suivre tout le jeu de piste avec tous ceux qui sont attirés par l'argent, qui veulent à tout prix manoir, ceux qui le font juste par plaisir, ceux qui ont un autre intérêt comme Lily, enfin vraiment en soi il était très intéressant. Mais tu vas laisser ce livre tranquille? Je suis désolée, d'habitude il laisse mes livres tranquilles. Donc le jeu des relations, comme je disais, était très intéressant dans ce livre, donc j'ai vraiment adoré suivre ce livre. C'était un véritable page turner, je l'ai bouffé, vraiment. Un peu comme Otis essaie de le faire là maintenant. Ça se lit très très rapidement. En plus, on a la dimension jeu qui est très très présente. Dans le pitch m'a rappelé un peu Inheritance Games, mais la dimension jeu par contre était beaucoup plus présente que dans Inheritance Games. Là, on a toutes les énigmes, évidemment, mais elles sont assez compréhensibles, assez faciles. On comprend le raisonnement des personnes pour trouver la solution. Et en plus de ça, l'autrice nous a mis des jeux pour nous, lecteurs. Donc 2 jeux où, par exemple, je crois que dans chaque chapitre, elle met le titre d'un policier qu'elle a adoré. Et le jeu, c'est de tout, j'essaie de découvrir. Elle met des citations aussi, je crois. À la toute fin, elle cite ses remerciements dans une grille de mots fléchés, je crois. Enfin, que des trucs comme ça. Donc ça, c'est trop cool, vraiment. Ça rajoute encore une autre dimension à l'histoire. Et l'histoire en elle-même aussi est vraiment bien parce que elle nous tient en haleine de bout en bout. Je peux pas vous donner trop de détails sans vous spoiler une grosse partie, mais il y a beaucoup de rythme. Vraiment, on n'attend pas la toute dernière énigme pour avoir la résolution de toute l'histoire. Vraiment pas, il se passe plein de trucs tout le long. Par contre, le seul petit défaut que je pourrais trouver à ce livre, si vraiment il fallait en trouver un, c'est que la résolution de tout était un peu, je trouve, tirée par les cheveux. Mais ça reste quand même
acceptable, quoi. C'est pas non plus un truc où on se dit non mais c'est bon, là, n'importe quoi. Là on se dit bon, ok, ça va, ça me va comme explication, et puis voilà. J'ai l'impression de rien vous avoir dit sur ce livre. Tout ce que je peux vous dire, c'est foncez. En plus, pour cette période, c'est juste magnifique parce que c'est Noël, et c'est Noël dans le livre, donc c'est juste parfait. Donc c'est un cozy mystery que je vous encourage énormément à lire. Vraiment, ça a été le coup de cœur de cette vidéo. Ensuite, on va enchaîner avec une lecture que je n'ai pas là actuellement, puisque je l'ai lue en dématérialisé. C'est la suite de Hadès et Perséphone. Dans le dernier update lecture, je vous parlais du second tome. Et j'ai enchaîné avec le troisième tome. Et j'étais moins déçue que le second tome. C'est-à-dire que il y a toujours des scènes olé olé. Trop. Beaucoup trop pour moi. Mais encore une fois, je ne suis pas adepte de ces lectures. La romance, en général, je ne lis pas. Là, c'est vraiment à cause du côté mythologique que je me suis lancée là-dedans. Donc vraiment, les scènes olé olé, moi, ça me gêne. Mais je peux comprendre que ça n'en gêne pas certains. Mais en tout cas, tout ce que j'ai trouvé, c'est que au troisième tome, la romance est déjà installée, la relation entre les deux personnages est déjà là, donc il n'y avait pas énormément d'intérêt à en avoir autant. Il y en a certaines qui servent un peu l'histoire, donc là, ok, très bien, mais voilà, je vois pas l'intérêt sinon. Mis à part ça, j'ai préféré ce tome-là au précédent parce que on voit intervenir beaucoup de dieux desquels on n'avait pas forcément entendu parler. Par exemple Zeus, Poséidon, Athéna, Héra, enfin vraiment des dieux principaux. Excusez-moi. Et ça c'est trop cool parce qu'on approfondit encore le côté mythologie et ça prend une place beaucoup plus importante dans tout le roman au fur et à mesure, et ça vraiment c'est le côté que j'adore dans cette saga. Par contre, il y a de l'action dans ce tome-là, mais j'ai un peu l'impression que toute l'action s'est condensée à la fin et qu'une fois qu'on commence, ça s'arrête un peu en plein milieu, en mode allez, c'est parti, il faut attendre la suite. Et t'es en mode non, faites pas ça. Et si. Donc un peu déçue de ce côté-là, mais ça m'a redonné de l'intérêt pour la saga et du coup j'ai très envie d'avoir la suite. Je ne sais pas du tout si c'est ce dernier tome ou pas. Avant le dernier livre dont je voulais vous parler, c'est Entre chien et loup de Malory Blackman. Le tome 1, je l'ai enfin sorti de ma pile à lire qui l'attendait depuis je ne sais pas combien de temps. Pour rappel, dans ce roman-là, on suit Callum et ses filles qui sont deux meilleures amies, qui ont grandi ensemble. Seulement l'un est blanc, l'autre est noir. Et dans le monde de ce roman, la ségrégation raciale a lieu, mais est inversée par rapport à ce qui arrive dans la vraie vie, malheureusement. Puisque les blancs sont ségrégés. Vas-y. Enfin, les blancs sont désavantagés, on va dire, même si c'est un petit mot par rapport à ce qui est réellement. Ils n'ont pas les mêmes droits que les personnes de couleur. En gros, le racisme a lieu. Et donc forcément, la relation entre ces deux meilleures amies est vraiment très très compliquée, puisque une personne de couleur amie avec une personne blanche, autant vous dire que c'est rare de ce temps-là, et c'est pas forcément très bien vu. En plus de ça, il y a peut-être plus d'une amitié. Donc ce roman est l'histoire du coup de cette amitié, de l'évolution, de comment ils ont grandi en fonction de l'un et l'autre, comment le monde les a influencés. Et c'est une très belle histoire que je pense chaque adolescent devrait lire pour se rendre compte de l'horreur de la ségrégation raciale, de l'horreur, même si aujourd'hui il y en a moins, heureusement, mais malheureusement il y en a toujours. À une époque c'était vraiment horrible et c'était même écrit dans les lois en fait, et donc pour leur montrer à quel point c'était horrible, parce que là on ressent bien ce que les personnages ressentent. On arrive à se mettre dans la peau de chacun, on arrive à ressentir la peine qu'ils ont, on arrive à ressentir la violence de ce monde, donc vraiment je pense que chaque adolescent devrait le lire pour se rendre compte. Et voilà, là c'est le tome 1 que du coup vous en doutez par rapport à ce que je dis, j'ai beaucoup aimé. Enfin aimé. L'histoire en elle-même j'ai beaucoup aimé. J'ai le 2 dans ma pile à lire, donc je lirai le 2 c'est sûr. Après c'est très 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 jeunesse,
Et ça tombe bien parce que du coup, si ça s'adresse aux adolescents, bah voilà. Mais même malgré le côté jeunesse qui des fois peut me rebuter, j'ai encore une fois avalé le bouquin et je vous conseille vivement de le lire. C'est percutant, riche en émotions. Et puis la relation entre les deux personnages est juste magnifique. Les deux personnages sont ultra bien décrits. On s'identifie parfaitement à eux. Enfin, vraiment forcé. Et enfin, dernier roman dont je voulais vous parler, que je n'ai pas sur moi, c'est Embrasse l'hiver et danse avec lui de Georgia Caldera. C'est donc une romance de Noël. Voilà. J'ai décidé cette année d'en lire un peu plus. Et je suis tombée sur celle-là en magasin, donc j'avais craqué. Et donc dans cette romance-là, on suit notre héroïne. Je ne connais plus les prénoms. Vraiment, moi, les prénoms, c'est une catastrophe. Qui vient de vivre une rupture assez compliquée. Et qui est une personne très terre à terre, très généreuse, etc. Voilà, qui est assez logique, toujours. Et... Et en fait, elle se dit, bah, j'en ai marre d'être terre à terre à un moment donné. Vu ce qui vient de m'arriver, j'ai le droit à un coup de folie et j'ai encore la clé de l'appartement de mon ex. Appartement dont il avait dit qu'il se débarrassait, mais en fait non. Enfin, vous voyez le genre de personnage. Je vais rien faire de mal, en fait. Je vais juste aller dans l'appartement et lui faire des petites blagounettes du genre remplacer son dentifrice par de la pâte à wasabi. Mettre des graines sur le rebord de la fenêtre pour que ça soit envahi de pigeons. Ce genre de choses, ce genre de petites blagues en fait. Malheureusement pour elle, l'appartement en fait a bien été reloué par un jeune homme. Si vous bougez, c'est Otis qui a décidé de vous sentir. Par un jeune homme qui vit avec sa fille, mais qui vient de vivre le deuil, enfin qui est en plein deuil de sa femme. Et donc il vit avec sa fille, mais pas tellement parce qu'il la laisse à la charge de sa grand-mère parce que c'est trop compliqué, il sait pas trop comment gérer ça. Enfin, il est un peu paumé, quoi. Et donc il va être victime de ces blagues, il va pas comprendre pourquoi. Et un jour, en fait, il va rentrer chez lui et il va découvrir cette jeune femme en plein milieu de son appart en train de faire des bêtises. Et il va se dire, mais qui se vous foutez là ? Vraiment. Donc voilà, la relation entre les deux va être un peu compliquée au départ, forcément. Et puis au fur et à mesure, on s'en doute, c'est une romance de Noël. Les relations vont s'apaiser, voire même plus que s'apaiser. Voilà. C'est une romance de Noël classique, donc vraiment le scénario, on le connaît, on le sait, mais en fait c'est pas pour ça qu'on lit une romance de Noël. Clairement, c'est pour passer un bon moment, pour déconnecter de la réalité, et en fait c'est comme les comédies romantiques. On sait très bien comment ça va finir, mais on veut voir comment ça va arriver jusque là et on veut juste passer un bon moment. Et ça, c'est quelque chose où j'ai mis beaucoup de temps à le comprendre en fait. Pour moi, je comprenais pas l'intérêt de lire une histoire si on savait déjà la fin. Donc maintenant que j'ai découvert cet aspect de la lecture, peut-être que je vais me lire beaucoup plus de romances de Noël parce qu'en fait j'ai passé un très 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 bon moment. J'ai déconnecté le cerveau, j'ai été embarquée dans cette histoire d'amour entre les deux. Beaucoup de gens reprochent à cette histoire le fait qu'il n'y ait pas beaucoup d'action, qu'en fait il y ait 4 ou 5 scènes sur tout le roman, pas plus, et que ce soit un peu plat. Mais c'est pas quelque chose qui m'a dérangée parce que j'ai trouvé ça très réaliste quand même. C'est pas je te déteste, je t'aime, je te saute dans les bras. Non, clairement il y a une évolution et le sujet de la tristesse, du deuil est très bien abordé. On comprend ce qui vit le personnage. Il n'est pas guéri du jour au lendemain. C'était réaliste, c'était doux, c'était plein d'émotions, plein de sentiments, avec plein de sujets à aborder de manière très délicate. Donc j'ai adoré ce roman. Après, comme je vous dis, j'ai pas beaucoup de références en romance de Noël, donc si quelqu'un en lit des dizaines par an, forcément il va peut-être trouver que celle-là elle est pas top par rapport aux autres. Mais en tout cas, de mon point de vue de novice, j'ai vraiment beaucoup aimé cette romance de Noël et je crois que je lirai d'autres romans de Georgia Caldera. Voilà pour cette vidéo. Heureusement qu'elle est finie parce que je suis en train de mourir de la gorge. J'espère qu'elle vous aura plu quand même. Je m'excuse encore de ma voix de canard.
N'hésitez pas à liker, à commenter et à me dire ce que vous avez pensé de ces lectures si vous les avez lues aussi, ça m'intéresse. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo en meilleure forme, j'espère.